J'ai le plaisir de démarrer cette seconde partie de la matinée en vous présentant David Kim, qui vient de l'autre côté de l'océan, et je le remercie vivement d'avoir entrepris ce voyage pour pouvoir nous parler ici. David Kim a étudié à l'université de Harvard, où il a un PhD, et il enseigne actuellement l'histoire de l'art à l'University of Pennsylvania et aussi en tant que visiting lecturer à Zurich. Il est auteur de plusieurs ouvrages. Je voudrais citer le plus important, le très beau livre The Traveling Artist in the Italian Renaissance Geography. C'est un livre, vraiment un livre charnière qui ouvre d'une certaine façon la thématique qui est la nôtre, celle de l'artiste qui voyage, ses parcours et aussi les enjeux iconographiques mais aussi stylistiques du voyage dans la carrière d'un artiste et dans le développement artistique de la première modernité. David Kim, je vous remercie beaucoup d'être là. Je vous en prie. Bonjour à tous, je suis très heureux et honoré d'être ici parmi vous. Je voudrais remercier Victor Stokitsa pour cette invitation et le Collège de France pour son accueil. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour la qualité de mon français. Il s'agit ici de ma première communication en français, surtout au Collège de France. Mais je crois cependant qu'il est essentiel que nous maintenions, nous les historiens d'art aux États-Unis, que nous maintenions un dialogue avec nos collègues européens, surtout dans le contexte politique actuel très délicat. Le discours n'est pas encore fini. Alors, c'est une période où se pose justement la question des frontières et du fantasme de transgresser ces frontières, comme nous l'a dit Victor Stokitsa au cours de ces conférences. Alors, ces inquiétudes n'existent pas uniquement dans le contexte politique actuel. Elles ont effectivement une histoire dont un des moments clés est catalysé dans la pensée de la Renaissance. Le but de mon intervention est donc de réfléchir à cette histoire en explorant certains concepts de l'étranger, de l'ailleurs, qui apparaissent dans la théorie artistique de la Renaissance, en particulier chez Giorgio Vasari. Plus précisément, je voudrais confronter ces concepts de l'étranger, de l'ailleurs, à travers la représentation littéraire de la mobilité des artistes et montrer comment Vasari a compris la dynamique entre les voyages d'artistes et les effets de ces voyages sur la transformation des styles artistiques. Un des thèmes centraux dans cette dynamique concerne ce qu'on nomme parfois influence étrangère, influence qu'on observe dans la réalisation et réception des œuvres d'art. Et en fait, il est curieux de voir que dans le passé, quelques-uns des premiers historiens de l'art avaient eux aussi éprouvé des difficultés avec ce concept d'influence. Prenez par exemple le cas de Heinrich von Kaimüller, un historien et architecte suisse du XIXe siècle, qui était un ami et correspondant de Jakob Burckhardt. En 1898, il publie Baukunst der Renaissance in Frankreich, l'architecture de la Renaissance en France, et dans ce livre, Kaimüller cherche à identifier, je cite, la diversité des influences italiennes sur la Renaissance française. En outre, Kaimüller suggère qu'on peut non seulement décrire ces influences, mais aussi établir un tableau, assez connu d'ailleurs des historiens d'art, de l'art, qui en retrace les évolutions à travers le temps. Un graphique intitulé « Les périodes et les phases du style renaissant en France » montre fort littéralement le déroulement de cette influence au cours du temps. Alors, pour expliquer ce que vous voyez sur ce diagramme exubérant, en bas en rouge et en haut en bleu sont représentés les styles divers des artistes italiens. Le rouge en bas représente les artistes tels Alberti, Bramante et Palladio qui ont amené l'ordre classique.
et le bleu en haut, avec des artistes tels que Donatello, Michel-Ange ou Le Bernard, qui, eux, incarnent une tendance plus libre. Et les verts, eux, désignent le gothique, l'étude de la nature et l'art de l'Europe du Nord. Au cours du temps, ces styles voyagent. Ils influencent le style local en France et fusionnent pour créer le style Renaissance français. Comme on peut l'imaginer, le style classique atteint son apogée sous le règne de François Ier avec l'école de Fontainebleau, et le déclin arrive quand le style classique recule pendant la période de ce qu'on appelle le baroque. Et pourtant, Guy Muller est plutôt un cas à part. L'histoire de l'art, il faut le dire, ne s'est pas toujours montrée ouverte à la question de la mobilité et du concept d'influence. Et considérons ici les écrits de l'historien de l'art américain Bernard Berenson. Dans son livre Aesthetics and History, Esthétique et Histoire de 1948, Berenson déclare, je cite en anglais, the question of influences, although chiefly a concern for students of the histories of commerce and transport, does have a certain interest for the art historian as well, although a limited one. It is reduced to the inquiry as to what happens when decline sets in. Ça veut dire que la question des influences se réduit à l'analyse de ce qu'il advient en phase de déclin. Or, l'influence constitue une des notions clés de l'histoire de l'art. C'est un mot qui s'emploie si souvent qu'il est presque invisible. On évoque ce terme pour décrire le rapport entre une génération et une autre. Par exemple, on parle de l'influence de Raphaël sur son étudiant Giulio Romano, ou, dans notre cas, l'environnement étranger sur les artistes. Mais comme Michael Baxendale l'a affirmé, l'influence est évidemment un terme trompeur, car il conçoit les artistes comme des récepteurs passifs de quelque force externe, plutôt que des créateurs ayant leur propre volonté. D'ailleurs, l'usage actuel d'influence a dévié fortement de l'emploi du terme à la Renaissance. Dans son usage classique, le latin influxus, influence, signifie le flux découlant des étoiles. C'est ce flux qui détermine en partie le talent et le destin des êtres humains. Des systèmes astrologiques élaborent le mécanisme de cause à effet. Et comme vous voyez, selon cette estampe florentine du XVe siècle, ceux qui sont nés sous le signe de Mercure se trouvent inclins à devenir de grands artistes. Mercure avance dans son chariot dans la partie supérieure, alors que dans la partie inférieure, sous l'influence du Mercure, les artistes décorent la façade à droite d'un palazzo. On pourrait bien entendu substituer à ce concept d'influence d'autres concepts plus actuels, le métissage, l'hybridité, l'échange transculturel et ainsi de suite. Mais il me semble cependant valide de poursuivre l'étude de ces concepts d'influence et de mobilité en remontant à leurs sources au XVIe siècle. Ceux qui ont écrit sur l'art à cette époque, comment ont-ils parlé des voyages d'artistes? En d'autres termes, comment ont-ils compris la rencontre d'un artiste avec un lieu, un environnement étranger? Aujourd'hui, j'aimerais me pencher sur l'emploi du terme « influence » entre guillemets, que fait Giorgio Vasari dans son livre « Les vies des artistes », où il développe deux concepts qui décrivent cette rencontre entre l'artiste et la destination étrangère. Le premier concept utilisé par Vasari est l'aria, c'est-à-dire l'air ou l'atmosphère que l'artiste découvre à son arrivée dans un nouvel endroit. Le second concept est la sotterra,
ce qui est sous terre, enterré sous les pieds de ces artistes voyageurs. Et voici l'idée que j'aimerais vous proposer. Les termes choisis par Vasari nous incitent à nous demander où se situe l'étranger, l'ailleurs, dans l'imaginaire de la Renaissance. Et comme je tâcherai de le démontrer, l'étrange n'existe pas simplement en pays étranger. Il peut se trouver dans l'atmosphère qui nous entoure et aussi dans l'espace profond qui se trouve sous nos pieds. Commençons avec le concept d'aria, qui, depuis l'Antiquité, selon la pensée d'Hippocrate, était considéré comme partie intégrante d'un lieu. La santé, le caractère, la qualité des créations culturelles, tous ces aspects étaient déterminés par cette aire caractéristique à chaque lieu. Et considérons le diagramme reproduit dans le traité de Robert Flood sur la météorologie cosmique. Et comme on le voit sur cette image, certaines conditions météorologiques, vent ou grêle, pluie ou soleil, déterminent la santé de cette figure humaine allongée en bas. Mais on peut se demander comment le concept d'aria s'articule dans la pensée artistique de la Renaissance. Pour Vasari, du moins, l'aria sert à décrire et à prescrire, c'est-à-dire dicter les règles de l'art d'un endroit donné. Premièrement, le concept d'aria justifie une hiérarchie des lieux géographiques. Selon Vasari, la buona aria, le bon climat de la ville de Florence, catalyse la renaissance des arts en Toscane après le déclin artistique de l'époque médiévale, selon lui. Par opposition, les endroits dotés d'un mauvais climat sont, quant à eux, dangereux. Ils ont un malaria, un environnement malsain. Par conséquent, l'aria, un concept de l'histoire naturelle, établit une correspondance, une analogie entre le style d'un artiste et un symptôme physique de bonne ou mauvaise santé. Ces deux aspects de l'aria, la hiérarchie géographique et le symptôme médical, se manifestent clairement dans la description que Vasari fait du voyage de Rosso Fiorentino à Rome. Dans sa biographie de l'artiste, Vasari a une impression très positive du Rosso, disant qu'il est, je cite, « dessiné divinement bien ». Dans son esquisse pour ses fresques de l'église de Santa Maria della Pace à Rome, à gauche, on retrouve toutes les caractéristiques du design florentin du XVIe siècle. La ligne qui définit le corps, l'allongement d'un membre d'Ève, l'archure très marquée qui donne l'impression de volume sculptural. Mais pourtant, quand il aborde les fresques elles-mêmes dans l'église, Vasari dit que ce sont les pires ouvrages que Rosso n'a jamais faits. Et Vasari, en plus, essaie alors d'expliquer cet échec. Et je cite ce passage assez tortueux. Je ne puis m'expliquer cela que par une sorte de fatalité qui atteint encore plusieurs autres maîtres, qui est une chose extraordinaire et un des secrets de la nature. L'artiste qui change de pays change en même temps tellement de nature, de faculté et d'habitude qu'on le prendrait souvent pour un autre, tant il se trouve étourdi et désorienté. C'est ce qui peut arriver au Rosso à cause de l'ère de Rome et pour avoir vu les œuvres étonnantes d'architecture et de sculpture qui y sont, ainsi que les peintures et les statues de Michel-Ange qui forcèrent Fra Bartolomeo et Andrea de Sarto à fuir de Rome sans y avoir rien produit. Dans cette ère de Rome, Rosso se retrouve confronté à ce foyer artistique exceptionnel, saturé d'exemples canoniques. L'artiste ressent là le poids du passé
et aussi l'exigence de surpasser ce passé artistique. La réaction de Rosso pourrait être comparée à ce que le psychiatre italien Graziella Magarini a nommé dans les années 70 comme le syndrome de Stendhal. Cette maladie psychosomatique provoquerait des vertiges chez certains individus exposés à une sous-charge d'œuvres d'art. Mais pour Vasari, l'origine d'une telle maladie ne se trouverait pas dans l'esprit, mais bien en dehors, dans l'aria, un concept holistique qui englobe l'artiste, l'œuvre et le lieu. L'expérience du lieu étranger est filtrée par le corps de l'artiste, organisme vivant à travers lequel le voyageur affronte le monde. La seconde idée à propos de l'influence de l'étranger ou l'ailleurs est l'idée du sottoterra, sotterra, ou ce qui est sous terre. Parler de ce qui est sous terre pourrait paraître étrange en soi. Il est vrai que l'art de la Renaissance se focalise principalement sur l'étude de la figure humaine, l'homo erectus, le corps qui s'y tient droit et évolue sur une surface plane. Cependant, la pensée de la Renaissance se préoccupait parfois également de ce monde situé sous le sol, au-dessus de nos pieds. Et ceci implique non seulement la découverte de la sculpture antique, mais aussi la prise de conscience de ce qu'on peut appeler l'histoire verticale, c'est-à-dire la recherche du passé et son imaginaire dans les profondeurs de la Terre. Chacun connaît les expéditions que les artistes ont effectuées sous la terre afin d'étudier et de dessiner d'après les groteschi, c'est-à-dire les grotesques. Et comme Vasari le raconte, la remise à neuf de San Pietro in Vincoli à Rome a dévoilé les ruines de Domus Aurea, la maison dorée de l'empereur Néron. Une chambre souterraine a révélé des plafonds peints ornés de groteschi, ces formes ornementales composées d'animaux fantastiques. Et pour étudier ces peintures antiques, les artistes de la Renaissance se transformaient en explorateurs des profondeurs de la terre et descendaient dans les chambres souterraines à l'aide du poulies et de cordes. Et on voit encore à l'heure actuelle les ouvertures au travers desquelles sont passés ces artistes explorateurs de la Renaissance. Et vous voyez en haut, deux trous percent le plafond de la chambre 80, également connue sous le nom de volta dorata, la voûte dorée. Et en descendant dans les grottes pour étudier les grotesques, les artistes doivent revenir à un style plus primitif. Et le narrateur d'un poème du XVe siècle raconte, je cite, « Alors, à chaque saison, les salles des grottes sont pleines de peintres. Ici, l'été paraît plus frais que l'hiver. Nous rampons au ras du sol, sous nos ventres armés du pain, du jambon, du fruit et du vin. Chacun ressemble à un ramoneur, et notre guide nous montre des crapauds, des grenouilles, des chouettes effraies, des civettes et des chauves-souris, pendant que, à genoux, nous nous brisons la colonne. Enfin, nous paraissons plus bizarres que les grotesques. » Les grotesques que les artistes de la Renaissance ont composés, d'après l'Antique, avec le montage d'éléments chimériques, s'approprient les mystères de ces étranges souterrains. Ces grotesques sont proéminentes dans les œuvres de nombreux artistes de la Renaissance, non seulement dans les cadres et bordures, mais également dans la composition principale elle-même. Par exemple, ces formes ornementales sont très présentes sur les fresques de Luca Signorelli dans la cathédrale d'Orvieto en Italie centrale. Dans une des scènes représentées, on peut voir un philosophe émerger d'un médaillon et contempler la fin du monde qui se déroule au-dessus de sa tête.
Pourtant, nous pourrions également imaginer que cette mise en scène recrée d'une certaine manière, le voyage souterrain des artistes qui découvraient les grotesques de la Domus Aurea. Comme ces explorateurs qui rampaient et se cassaient le dos dans les profondeurs du mont Palatin, le prophète ici représenté se contorsionne peut-être pour pouvoir lui aussi observer les grotesques. Son geste, en fait, invite le spectateur à comparer le mur peint de la cathédrale d'Orvieto avec le plafond peint de la voûte dorata de la Domus Aurea. Ces grotesques ont fourni aux artistes une source dans laquelle ils ont pu puiser. Vasari a nommé ce phénomène d'appropriation la varietà, terme de la rhétorique classique qui désignait la diversité du sujet et du style. Or, l'idée de varietà était présente dans bien d'autres contextes, dans la théorie gastronomique et musicale, et surtout dans le récit du voyage. Marco Polo, par exemple, dans ses merveilles du monde, parle à maintes reprises des délices de ce qu'il nomme, et je cite, la diversité, un terme synonyme de varietà. Pour le marchand vénitien, cette variété représente le potentiel de plaisir, de profit et de commerce dont le monde recèle. Et si je vous montre une miniature à gauche qui dépeint des marchands au bord du fleuve Jaune faisant commerce de soie et de gingembre. Du même, Americo Vespucci, dans sa lettre sur le Nouveau Monde, fait mention de la variété sur le continent nouvellement découvert. La variété est si grande dans la faune et la flore de l'Amérique que même Polyclète, le célèbre artiste de l'Antiquité, n'aurait pas pu les peindre, nous dit Vespucci. Et ces deux exemples, et bien d'autres il faudrait ajouter, indiquent que la variété se retrouve sans cesse dans le récit du voyage. Et cet usage du terme variété dans les récits de voyage correspond au sens que Vasari lui donne. Et Vasari utilise en effet le terme lorsqu'il décrit le profit que les artistes peuvent tirer de leur voyage à Rome. Parmi les exemples majeurs de la variété évoqués par Vasari se trouvent également les fresques que Filippino Lippi a peintes pour la chapelle Strozzi de l'église Santa Maria Novella à Florence. Vasari nous dit que grâce à son voyage à Rome, Lippi a étudié la variété offerte par la richesse artistique de Rome. Il réussit à incorporer cette variété directement dans ses œuvres florentines comme un témoignage de son voyage à Rome. Selon Vasari, Lippi dévoile dans ses œuvres les fruits de son séjour romain. Vasari loue, je cite, la variété de ces choses bizarres, des figures armées, des temples, des vases, des casques, des armures, des trophées, des glaives, des bannières, des costumes et des détails de tout genre sont vraiment dignes d'admiration. Fin de citation. Ce que Filippino fait de la variété est ce que Vasari appelle bizarrerie, en français bizarrerie, le caractère de ce qui est fantasque, extravagant et singulier. C'est un terme lourd de connotations qui fait allusion de manière provocatrice aux merveilles des choses antiques. Et Vasari utilise le terme bizarrerie effectivement pour décrire la variété des grotesques qu'on voit aux marges de la chapelle Strozzi elle-même. Par ailleurs, les contemporains immédiats de Vasari ont employé également le concept de bizarrerie pour décrire l'exotique. Paolo Giovio, par exemple, un ami et correspondant de Vasari,
a écrit une lettre à Hernán Cortés dans laquelle il demande au conquistador de lui apporter des objets bizarres de Mexico. Un autre exemple est celui de l'homme de lettres vénitien Giovanni Battista Ramusio. Dans son recueil de navigation et voyages, publié en 1550, la même année où Vasari a fait paraître ses vies des artistes, Ramusio parle à plusieurs reprises de la varietà et de la bizarrerie. En particulier, Ramusio considère les hiéroglyphes aztèques comme un type de bizarrerie en raison de leur combinaison inhabituelle d'animaux, de fleurs et d'humains. Bien entendu, si l'on revient à l'exemple de la chapelle Strozzi à gauche, chaque élément pris à part, une corniche, un chapiteau ou un masque, ne semble pas exotique en soi. Mais Filippino mélange ces éléments dans des associations inattendues. On les trouve associés à différents supports, pierres, étoffes, métal, céramique, associés à différentes fonctions militaires et religieuses, et à des éléments de différentes tailles, sur des petites vases comme sur des grands temples. Il est tentant donc de comparer le bricolage de Filippino aux hiéroglyphes du Nouveau Monde des codex mexicains. Et certains de ces manuscrits mexicains étaient d'ailleurs disponibles pour les contemporains de Vasari, dont parmi eux Pape Clément VII. Donc, selon la pensée de la Renaissance, le bizarre pourrait se trouver autant sur le vieux continent, dans les souterrains de Rome, par exemple, que dans le Nouveau Monde. Ça veut dire que la distance ne fait pas nécessairement l'exotisme. L'idée que je voudrais soumettre est la suivante. La relation entre l'Europe et l'ailleurs ne s'oppose pas nécessairement, mais cette relation est plutôt une relation d'analogie, fondée sur des ressemblances entre soi et l'autre, entre ici et là-bas. Ce lien dévoile des similitudes entre des objets et des lieux très différents, similitudes qui sembleraient au premier abord improbables. L'étrange n'est pas simplement là-bas, l'étrange de l'ailleurs est présent dans l'air qui nous environne et dans le sol directement sous nos pieds. Par ailleurs, la façon dont Vasari et les autres penseurs de la Renaissance ont abordé ces questions révèle une inquiétude. Inquiétude sur l'intégrité de la géographie artistique et sur la stabilité des frontières de cette géographie. Et il est frappant de voir que certains de ces concepts que Vasari a abordés faisaient partie d'un proto-nationalisme, un thème qui refait surface aujourd'hui. Par exemple, le discours à propos de la sécurité nationale, le terroir, le droit du sol, et certains termes comme Heimat, Blut und Boden, sont actuellement réempruntés avec toute leur connotation historique par la droite américaine. Les affiches de ce parti, Identity Europa, c'est un parti d'extrême droite américaine, promeuvent l'Europe comme la source originelle d'ethnicité, d'identité et de civilisation occidentale. Donc, il n'est pas suffisant de dire que ces concepts sont simplement idéologiques et actuels, instrumentalisés par des partis politiques. Ces concepts ont une histoire qui est pertinente dans le domaine de la culture et dont il est urgent de débattre. Je vous remercie. Je remercie David Kim pour la façon dont il a su nous promener sur le fil du rasoir entre l'étranger et l'étrangeté, je dirais.
On aura sans doute matière à discuter, mais pour l'instant, je voudrais introduire Diane Bodard, qui vient elle aussi de l'autre côté de l'Atlantique, puisqu'elle enseigne l'histoire de l'art de la Renaissance à Columbia, à New York. Mais son parcours est plutôt un parcours européen. Si elle me permet, je dirais aussi, c'est un produit européen. Elle est un peu hollandaise, un peu belge, un peu italienne, un peu française, peut-être aussi. Elle a étudié donc à Rome et aussi à Paris. Elle a été, c'était, si je me rappelle bien, la toute dernière thèse dirigée par Daniel Arras, qui a donné un magnifique livre, Pouvoir du portrait sur les Habsbourg de l'Espagne, un livre qui a été couronné par l'Académie française. Elle est aussi auteur d'autres ouvrages et aussi bénéficiaire d'autres titres. Je cite seulement pas des titres, mais des prix. Le prix de la Ebbe Warburg Stiftung de Hambourg. Et je l'invite chaleureusement à ce pupitre.